Comme tous les vendredis sur Boursorama et TV Finance, on refait la semaine économique et ce matin c'est avec Christian Parizeau qui est chef économiste chez Aurel BCG. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, semaine compliquée pour les marchés, on peut le dire. Le Dow Jones a fondu littéralement cette semaine. D'abord, comment est-ce qu'on fait pour rester calme ? Alors, c'est sûr qu'on vient d'une longue période de hausse quand même, et c'est assez violent. Alors c'est vrai que c'est toujours assez violent, et je dirais que peut-être l'élément le plus surprenant quelque part, c'est le changement de scénario qu'on a eu. Rappelez-vous, en décembre, c'était il n'y a pas de risque inflationniste, la croissance est solide, mais finalement il y a une réforme fiscale, mais ça ne va pas faire exploser la croissance économique. Hein. On estimait que ça serait 0,3, 0,4 points de croissance en plus aux États-Unis. Donc tout allait bien, croissance mondiale, tout le monde était positif, tout le monde était ouvert. Et puis on a d'un seul coup les marchés qui réagissent, qui surréagissent. Alors peut-être à l'idée que la croissance, c'est peut-être étonnant de dire ça, mais que la croissance américaine va être trop forte. Mais oui. Ça veut dire quoi trop fort? Ça veut dire derrière des tensions inflationnistes et derrière une banque centrale qui va peut-être siffler la fin du jeu en montant ses taux de manière très agressive. Donc on commence, d'un seul coup on est tombé dans un autre scénario, dans un scénario où finalement le plan fiscal de Trump va peut-être créer une surchauffe de l'économie américaine, qu'on va vraiment avoir les salaires qui vont accélérer, qu'on va vraiment avoir des inquiétudes sur l'inflation, et là on change de scénario et on se dit est-ce que c'est pas la remontée des taux, est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose, finalement une fin de cycle américain qui serait beaucoup plus proche. Donc ça c'est en un mois, finalement, en quelques semaines, on a changé de scénario économique. Et puis derrière, on commence à s'apercevoir de quelque chose, c'est que beaucoup de gens n'avaient pas anticipé ce changement de scénario, que tout le monde avait joué un peu le même mouvement tout au long de l'année 2017, qui a été caractérisé finalement par une hausse, je dirais, en douceur du marché américain, sans volatilité, sans grand mouvement. Donc les gens ont pris beaucoup de risques sur les actifs risqués, justement. On a pris des positions à levier. Et là, on commence à se dire, est-ce qu'il n'y a pas finalement aussi derrière ce changement économique un risque de marché qui est qu'on a été trop loin dans les prises de levier et que derrière ça peut vraiment générer une volatilité volatile. Alors ça peut paraître étonnant de dire ça, mais on pourrait avoir aussi des mouvements assez erratiques sur les marchés américains parce qu'on a peut-être un peu trop mis de levier derrière parce que les rendements étaient faibles. Les taux étaient bas, ça coûtait pas cher de prendre des positions à levier et les rendements étaient faibles. Donc le seul moyen d'avoir plus de rendement, c'était pas en prendre plus de risques, sauf que quand le risque revient, eh ben, finalement on a une surréaction des marchés et c'est ça aujourd'hui. On est pris entre deux choses, entre un scénario économique qui change, mais finalement on intègre un risque économique peut-être un peu plus fort, mais qui n'est pas dramatique, c'est pas la fin du monde, mais en tout cas faut un petit peu intégrer ce risque, mais derrière peut-être une réaction très violente des marchés américains, plus des marchés américains d'ailleurs, parce qu'il y avait peut-être un excès de positions un peu spéculatives. Du coup, c'est vrai que même mi-janvier, on est passé en fait, on était à Davos où tout se passait bien, c'était un peu l'euphorie, et là cette semaine au contraire, c'est un peu le retour du boomerang quoi. C'est un peu tout le problème. Enfin, il y a une chose, alors ça peut paraître étonnant de dire ça, mais trop de croissance tue la croissance. Oui. C'est un peu ça l'idée qu'on a. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas en soi mauvais qu'il y ait de la croissance, qu'il y ait un plan. Alors, il marche trop bien peut-être ce plan de réforme fiscale. Alors, j'étais le premier à le dire, donc on est un peu pris à dépourvu, mais on s'attendait pas à un effet fiscal aussi fort. Le problème, c'est pas le plan qui nous a, c'est la réaction des chefs d'entreprise à ce plan qui nous a étonnés. C'est-à-dire que j'aurais jamais parié, j'aurais jamais parié que Walmart, alors c'est de la communication, mais ça on pourra creuser un peu, mais il y a pas que c'est pas aussi fort que ça. Mais Walmart, quand ils annoncent on nous baisse l'impôt sur les sociétés, donc je vais monter les salaires minimums aux États-Unis, ça on s'y attendait pas. Parce qu'il faut rappeler que les salaires aux États-Unis auraient augmenté à peu près de plus de 3%, ce qui est énorme en fait. Enfin, oui et non, oui c'est énorme. C'est énorme parce que, non et surtout, on s'y attendait pas. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a eu une communication des entreprises nous annonçant des hausses de salaire minimum, des primes à 1000 $, alors ça c'est le truc qui revient à chaque fois. Pour vous donner une idée, 155 entreprises du S&P ont annoncé soit une prime exceptionnelle, soit une hausse de salaire. Alors ça reste modéré par rapport à la baisse des impôts, mais c'est plus un effet communication. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça a naturellement, ça a relancé les anticipations salariales. Mais s'il n'y avait pas eu ce chiffre de l'emploi, on aurait pu dire bon c'est des annonces, c'est microéconomique, ça touche quelques. Est-ce que ça a un impact? Et le problème, ce qui a surpris les marchés, c'est qu'on a eu cette accélération du salaire horaire. Alors cette accélération du salaire horaire, elle reste modérée, elle reste limitée. En plus, ça intervient sur le mois de janvier. C'est un mois où on a eu la hausse du salaire minimum dans 18 États fédérés américains. Donc il peut y avoir aussi cet effet un peu on-shot. Je monte les salaires et puis ça impacte mon indice ponctuellement. Mais ça a confirmé, ça revient dans un élément un peu anxiogène. C'est-à-dire que ça arrive
arrive à un moment où on commence à parler de hausse de salaire, que les chefs d'entreprise disent qu'ils montent les salaires, donc le marché commence à y croire. Alors après, tout le discours des colombes de la Fed aujourd'hui, c'est de dire mais vous inquiétez pas, entre l'accélération des salaires et les tensions inflationnistes, il y a du temps, sauf que Madame Yellen, tout au long de 2007, nous a dit on monte les taux de manière préventive parce qu'il n'y a pas d'inflation, mais parce que à terme, les salaires vont accélérer. Donc on ne peut pas dire au marché, maintenant que vous voyez les salaires accélérer, c'est pas grave. Donc c'est ce qu'essayent de nous faire parler plusieurs membres du Fed qui ont beaucoup parlé cette semaine, en disant c'est pas grave, vous inquiétez pas, on a le temps et tout ça. Mais derrière, il y a quand même une vraie inquiétude. Alors, je modère quand même. Je dis pas qu'on est en hyperinflation, c'est pas parce que les salaires ont accéléré que tout de suite l'inflation va repartir, que c'est l'hyperinflation. Mais c'est quand même très fort. Voilà, le marché était très fort et puis on paye finalement pour moi l'année 2017. Oui, mais on paye surtout le fait que l'année 2017, on n'a pas eu de remontée des anticipations d'inflation. On savait qu'il y a des pressions inflationnistes, on les voyait dans les prix des matières premières, on voyait que les entreprises nous disaient on a des hausses de coûts, mais le marché obligataire nous disait bon non, l'inflation ne viendra pas. Tout est mort. Donc il n'y a pas de nouvelle économie, il y a un risque inflationniste qui augmente, mais comme on l'a pas, finalement, c'est pas ajusté tout doucement tout au long de l'année 2017, on a un brutal ajustement. Donc ça, je dirais que cet ajustement est sain, on reprend un peu en compte, on se redit, il y a un risque inflationniste. Alors après, qui paiera cette tension inflationniste? Bien, voilà, ça sera peut-être un peu sur les marges des entreprises, ça sera peut-être un peu sur les prix, mais c'est pas forcément mauvais. Le gros problème derrière, c'est est-ce que ça entraîne pas des mouvements de marché excessifs, des surréactions de marché? Et là, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, les effets de levier qui ont peut-être été un peu forts, ce qui fait qu'on a des mouvements de marge un peu techniques aussi dans les marchés. Du coup, quel comportement doit avoir l'investisseur? Est-ce qu'il faut privilégier en fait certains actifs par rapport à d'autres? Alors, très clairement, on change de monde. Et il y a un élément qui va très très clairement jouer sur l'ensemble des gérants dans le monde, c'est de dire c'est fini la période d'une volatilité basse. D'accord. Et rien que voilà, ça par contre, même sans être spécialement baissier, le fait qu'on réintroduise que investir sur une action ça devient risqué, vous changez de monde parce que quand vous avez aucune chance de perdre de l'argent, finalement ça entraîne des comportements un peu excessifs. Donc je pense que ça faut en tenir compte. Donc ça veut dire aussi que dans votre raisonnement, faut quand même faire attention dans vos choix de valeur et il faut peut-être raisonner non plus sur l'aspect quelle est la valeur qui a la plus forte croissance de bénéfices, mais aussi quelle est la valeur qui représente le moins de risque sur la croissance de ces bénéfices. Et c'est le mot risque qui revient. Donc moi je vais regarder les valeurs qui ont des marges qui vont pas souffrir parce qu'on a des réelles tensions inflationnistes. Donc il faut savoir est-ce qu'il y a des entreprises qui ont ce qu'on appelle du pricing power, est-ce qu'ils vont avoir la capacité de relever les prix quand même parce qu'on est dans une période où les tensions s'accentuent. Est-ce qu'on est sur des valeurs qui peuvent être très déstabilisées par des mouvements de change beaucoup plus volatiles? Et c'est vrai que l'année 2017 a été merveilleuse pas pour ceux qui traitent sur les changes mais au moins pour les entreprises parce qu'on avait quand même des taux de change qui étaient relativement calmes. Là faut réintégrer le fait qu'on pourrait avoir un dollar beaucoup plus volatile au gré des anticipations autour de l'économie américaine. Et puis derrière, les taux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est clair, investir sur l'immobilier, investir sur des secteurs très sensibles aux taux, c'est pas, même si les taux remontent de manière très graduelle et modérément, il a annoncé que il y a un facteur risque. En tout cas, il faut intégrer ces risques dans vos choix d'allocation d'actifs. Éviter les valeurs trop exposées aux taux, trop exposées au change et regarder les business qui sont peut-être les moins volatiles parce que on a un scénario économique un petit peu plus incertain, donc il y aura forcément des arbitrages à faire entre les valeurs. Et ça risque de continuer parce que la semaine prochaine, peut-être lundi, mais c'est pas encore sûr, Donald Trump doit annoncer son plan d'infrastructure. Est-ce que ce plan-là risque à nouveau une fois de chambouler les marchés? C'est un peu tout le problème, c'est-à-dire que ça intervient au mauvais moment, pour être honnête, parce que déjà on a eu la réforme fiscale. La réforme fiscale, c'est quand même un creusement du déficit budgétaire de manière assez importante. On a maintenant l'accord budgétaire sur 2 ans, qui va normalement, on va voir dans les prochaines heures, permettre d'éviter un shutdown et permettre de trouver un financement, qui se traduit par une hausse des dépenses militaires, une hausse des dépenses non militaires, donc un creusement de nouveau du déficit budgétaire. Et puis on a M. Trump qui arrive et qui nous dit je vais faire un super plan d'infrastructure avec 1500 milliards en plus à terme de creusement de déficit budgétaire en plus. Grosso modo. Alors il va dire c'est pas que moi. Là je vais mettre les États fédérés, c'est-à-dire que moi je donne un peu d'argent, mais c'est aux États de s'endetter. Alors je suis pas sûr que ça marche, mais au-delà de ça, ça envoie un message quand même très très fort qui commence à inquiéter notamment des investisseurs asiatiques sur la dette américaine. C'est-à-dire qu'on commence à se dire non seulement on est dans une période où on a beaucoup d'incertitudes sur l'inflation aux États-Unis, on est quand même plutôt dans une fin de cycle. Donc si je vous dis que derrière les tensions inflationnistes vont revenir, ça me donne pas envie d'acheter forcément de la dette américaine. Si en plus de ça
j'ai une administration américaine qui dit je fais tout pour faire baisser le dollar, oui. Ça ne me donne pas, moi investisseur, aller voir les Américains, leur dire ne vous inquiétez pas, faites baisser le dollar et je vais financer votre dette. Donc c'est pas, voilà, n'est pas forcément une bonne thématique pour la dette américaine. Et si en plus je vous dis je vais creuser mes déficits, ça quand même, alors c'est amusant parce qu'on voit que la bourse commence à se dire c'est les taux aujourd'hui la fragilité. Et ça c'est un élément important, la fragilité de Wall Street, c'est pas la croissance, c'est les taux. Si les taux remontent, ça fragilise Wall Street, ça fragilise les positions à levier, mais ça fragilise aussi la valorisation de Wall Street. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi derrière tout ça, au-delà de l'aspect scénario économique quand même, un ensemble de nouvelles qui sont assez négatives pour le marché obligataire. Alors là, c'est vrai qu'hier, le marché obligataire a plutôt bien résisté, mais c'est comme toujours, les taux ont d'abord monté, ce qui a fait chuter les indices boursiers américains, et après, on a eu des gens qui ont arbitré, qui ont vendu les actions pour aller sur les obligations. Donc du coup, on a des taux qui bougent pas. Mais ce qui a fait chuter Wall Street au départ, qui a accéléré la baisse, c'est quand même bien le mouvement sur les taux. Donc là, maintenant, on a une vraie problématique obligataire à prendre en compte, plus américaine, on est d'accord, il n'y a pas de tension inflationniste en Europe, on n'est pas sur ce risque-là, mais on a vraiment à intégrer aujourd'hui ce risque obligataire qui affecte le marché action et qui induit forcément des arbitrages. Et aujourd'hui, la communication de la Maison-Blanche passe, à mon avis, assez mal, parce que l'idée, c'est qu'il est en train de raccourcir le cycle économique américain. Et ça, c'est pas un bon message aujourd'hui qu'il faut envoyer au marché. Et donc forcément, ça aura un impact sur les bourses européennes. Merci Christian Parizeau. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez Aurel BCG.